Les sanctions continuent de tomber sur le Rwanda. Les États puissants du monde sont en train de prendre des mesures coercitives envers le pays de Paul Kagame. Entre-temps, l'AFC M23 occupe toujours des territoires. Le gouvernement de Kinshasa refuse également de négocier pendant que la CENCO, le CC, insiste. Il faut un forum pour la paix et le vivre ensemble. Mesdames et messieurs, la classe politique reste donc divisée entre, d'une part, ceux qui disent qu'il est impératif d'avoir ce forum et d'autres qui disent que ce n'est pas la voie idéale. Comment sortir de cette situation? La question reste posée. La question vous est posée à la maison également. Réfléchissez, proposez-nous également dans les commentaires. Mais sous ce plateau, nous recevons un haut cadre de l'UDPS Tshisekedi, Maître Richard Mpinda, qu'on ne présente plus depuis un moment. Il est avec nous. Il nous fait l'honneur de prendre part à cette émission. Maître Richard Mpinda, bonjour, bienvenue. Merci à vous de nous donner cette opportunité de pouvoir échanger sur ces questions qui nous préoccupent au plus haut point. La stabilisation ou en fait la question de la déstabilisation à l'est de la République. Et donc, je pense que notre point de vue est disponible. Nous allons essayer de partager sur ces questions-là. Voilà. Maître Richard Mpinda, on vous voit dans certaines images avec les jeunes. Vous demandez qu'on aille à l'ambassade de France. Ce sont les images qui datent de pendant cette période où il y a eu attaque de quelques ambassades, il y a eu pillage également de certains supermarchés. On vous a vu également dans une vidéo, vous demandez le boycott des produits français. Beaucoup pensent que cette attitude risque de vous coûter très très cher. Je crois que c'est une attitude républicaine. Tout patriote préoccupé par la situation à l'est de la République ne pouvait pas aller outre ce que j'avais fait. En tant que citoyen, qu'est-ce que j'ai comme droit? Qu'est-ce que j'ai comme devoir? Le boycott, c'est un droit civique qui est reconnu à tout le monde, c'est-à-dire que je l'ai exercé, je continue encore de l'exercer. Et d'ailleurs, ce que l'on voudrait m'imputer injustement, c'est d'avoir incité les gens à aller scandaliser les ambassades. Non pas seulement l'ambassade de la France, mais les autres ambassades. Mais du moins, lorsqu'on vous montre les images de moi en train de m'exprimer, c'est devant l'ambassade de la France et demandant aux gens de se calmer et éventuellement sollicitant à ce qu'une délégation, une représentation, une équipe de la représentation diplomatique française puisse venir pour que nous puissions leur transmettre nos déshydratants. Mais pourquoi la France? C'est clair. Mais l'ambassade de France a été calcinée. Il y a eu du feu. Il y a eu du feu à l'ambassade de la France. Vous avez appelé qu'on aille. Non. Vous avez dit. Lorsque j'ai dit. Vous l'avez appelé en tant que qui? Ces jeunes que vous avez appelés. Je suis citoyen congolais. J'ai appelé en tant que. Déjà, nous partons du principe que ce qui s'est passé lors de la tentative de la prise de Goma était un sursaut patriotique. J'ai posé cette question à un ami, à un confrère, avocat de l'Est, originaire de l'Est de la République. Je lui ai dit, est-ce que vous avez pu dormir? Il m'a dit, je ne pouvais pas. C'est dit que nous étions tous préoccupés. C'est-à-dire que je n'ai pas pu dormir. La nuit, je me suis réveillé, je me suis agenouillé pour dire, Dieu, ces pays, nous n'avons pas choisi d'y être. Vous avez décidé que nous soyons Congolais. Et par voie de conséquence, vous respecterez les limites que vous nous avez données à travers la conférence de Berlin. Et vous ferez en sorte qu'ils arrêtent de couler les sangs des Congolais. Et donc, les matins, je me suis réveillé, je suis allé dans ma douche, je suis sorti, j'ai dit, qu'on en finisse. Il faut se le dire. Le M23 occupant Kinshasa, nous sommes de ceux qui allaient être ciblés et pourquoi pas abattus sur la place publique. Vous avez vu les cas avec ce qui est arrivé à Goma. Et donc, en tant que patriotes, nous nous sommes retrouvés dans la rue, non pas pour aller casser ceux qui ont cassé. Nous déplorons ce comportement-là parce que je l'ai dit et je continue de le dire. Lorsque ce sont des Congolais, des citoyens congolais qui cassent, c'est nous encore qui allons payer parce qu'on devra réparer les préjudices. Le gouvernement, excusez-moi, le gouvernement sera appelé à réparer les préjudices causés par ses citoyens et par voie de conséquences, c'est les trésors publics qui vont en souffrir. Et donc, voilà pourquoi nous sommes allés d'abord pour échanger et nous en avons appelé au boycott.
Aujourd'hui, si on vous interpellait pour que vous présentez vos moyens devant la justice. J'ai été interpellé plus d'une fois. Il faut, vous savez, je suis avocat. Donc, je ne peux pas me retrouver dans la rue pour poser des actes qui porteraient préjudice, surtout à ma profession d'avocat. Et donc, j'ai été même convié, comment dire, au Conseil de l'ordre pour cette question-là. On dit, en fait, d'abord, nous partons du principe qu'il y a eu de la manipulation. Déjà, les pourfendeurs, mes pourfendeurs, ont voulu donner l'impression que c'est moi qui ai appelé pour aller vandaliser. Lorsque j'appelle, j'ai dit... Pillage même des supermarchés, on met ça sous votre dos. C'est ça, en fait. J'ai dit, ce sont mes pourfendeurs. Lorsque vous lisez la vidéo dont vous évoquez ici, vous vous rendez compte que cette vidéo dit « Venez, allons à l'ambassade de la France ». Mais pour y faire quoi? J'ai une vidéo de moi, me montrant en train de solliciter à parler avec la représentation diplomatique française. Et donc, je crois bien que la France et l'Allemagne, vous savez, ce sont le pilier de l'Union européenne. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer qu'à un moment donné, la France a joué, le ministre des Affaires étrangères belge l'a dit, il dit, si ça bloque, c'est du côté de Quai d'Orsay. C'est Quai d'Orsay qui bloque. Et donc, vous comprenez que tout Congolais, préoccupé par la situation à l'est de la République, qui comprend que le ministre des Affaires étrangères belge dit que c'est Quai d'Orsay, qui dit Quai d'Orsay, dit France. Et donc, voilà pourquoi nous avons souhaité aller échanger avec la France. Et si ça ne tenait pas, pourquoi pas aller, comment dire, recourir aux droits civiques. Mais dans la vidéo, entre autres, il y a une vidéo où vous dites que nous allons assiéger l'ambassade de France, il y a un jour avant cette manifestation. Non, la vidéo dont vous faites allusion, c'est une vidéo qui a été tournée ici. Oui. Lorsque, à l'entame de cette émission, j'ai dit qu'il était question, la réaction populaire qu'il y a eu, c'était une question qui a été posée par votre confrère, votre consoeur, qui dit « Si telle chose arrivait, si Goma tombait, quelle serait votre réaction ?» Nous avons développé, d'ailleurs, j'ai relayé, j'ai accompagné Maître Joël avec qui j'étais. Et donc, lorsque nous sommes arrivés dans la rue, lorsque nous étions dans la rue, Goma n'était pas encore tombé. Vous étiez même en difficulté. Je me rappelle que nous avons tenu une émission ici avec Maître Lokake. Non, c'était pas c'était Maître Lokeka, avec qui nous avons échangé là-dessus pour savoir si Goma était tombé ou pas du tout. Goma n'était pas encore tombé. Mais les attaques, la tentative de faire tomber Goma a amené la population dans la rue. Et donc, on ne peut pas prétendre, parce que la question qui a été posée était au conditionnel, et nous y avons répondu au conditionnel, et que les faits sont arrivés tels quels. Donc, on ne peut pas, du point de vue du droit, nous imputer d'être responsable de tout ce qui est arrivé. Et donc, c'est comme je l'ai dit, d'une manière ou d'une autre, nous avons condamné les actes de vandalisme parce que je l'ai dit, je continue de le dire, que c'est nous les contribuables congolais qui allons encore en pâtir parce que les trésors congolais vont en souffrir. Et donc... À quel niveau situez-vous la responsabilité de la France dans ce qui vous arrive? Parce que vous avez appelé au boycott de tous les produits français, le carburant vendu par Total, vous avez demandé qu'on puisse boycotter, la SIM Orange de l'entreprise française Orange. À quel niveau? D'abord, pourquoi demander les boycotts des produits français? Alors, c'est du point de vue de la responsabilité de la France. Je vous ai dit, nous voulons que la France, plutôt le Rwanda, soit découragée dans son action expansionniste, dans son action d'exterminer les populations. Et d'ailleurs, vous apprenez avec le temps qui court ici, combien on est en train de remplacer les populations autochtones par des populations rwandophones. Et d'ailleurs, ici, je profite de cette occasion pour dire que le Kinyarwanda n'est pas une langue congolaise, parce qu'on a prétendu nous donner l'impression que c'était une langue congolaise. Vous avez suivi d'ailleurs le Mwami d'une des tribus à l'est de la République qui a dit que les langues qui s'apparentent, la langue qui s'apparente au Kinyarwanda, c'est ce qu'on appelle les Kiwutu. Et donc, vous vous souviendrez aussi d'une chose, d'ailleurs, vous le savez mieux que moi, que les langues congolaises ou les dialectes congolaises sont rattachés aux langues, plutôt aux tribus.
D'ailleurs, les Baluba, c'est les Chiluba. Les Kinyarwanda, c'est au Rwanda, c'est pas en République démocratique du Congo. La langue qui s'apparente au Kinyarwanda, c'est la langue, comment on appelle ça déjà, la langue Kihutu. Et donc, vous conviendrez aussi avec moi que lorsque nous parlons Kikongo à Kinshasa, ce sont les Bakongo. Lorsque vous allez à Brazzaville... Les Hutus et les Tutsis parlent tous le Kinyarwanda. Ils parlent tous la même langue. Lorsque vous êtes à Kinshasa, lorsque vous savez que, savez-vous qu'en Angola, on parle le Tchoulouba? Et ça a un autre nom là-bas. On a la même frontière. Avec la même frontière, mais ça a un autre nom là-bas. Et donc, on ne peut pas imputer d'office la langue d'ici et l'assimiler à ce qui se passe là-bas, malgré que nous ayons des similitudes. Donc, je crois que même ici, d'ailleurs, lorsque vous êtes à Kinshasa, il y a les Kikongo que l'on parle dans le Congo central, c'est diffère, oui. Même pas de Brazzaville, c'est diffère de celles que l'on parle dans au Bandundu. Et donc, allez-y comprendre que les langues, c'est un facteur culturel qui représente une ethnie et des réalités d'une... Même le Chiluba dans les Kasaï et les Kasaï centrales, il y a quand même... Il y a toujours des différences. Et à plus forte raison, les Kinyarwanda et les Kihutu en République démocratique du Congo, même si on peut avoir les concepts, d'ailleurs le Swahili se pratique aussi lorsque vous êtes en Tanzanie, lorsque vous êtes en Zambie, lorsque vous êtes en République démocratique du Congo, on sait sentir la différence qu'il y a. Et donc les populations de chez nous, les populations qui parlent les Kihutu, une langue à assonance de la langue, des langues, d'une de l'une de langues parlées au Rwanda, et c'est le même comportement. C'est le même comportement. Les mêmes, voilà. Donc, alors, l'Union européenne n'était plus ici au Congo. L'ancien président Kabila avait déjà mis fin aux relations diplomatiques avec l'Union européenne, notamment toutes ces nations-là étaient en plus ou moins en conflit diplomatique avec l'ancien président Joseph Kabila. Mais quand le chef de l'État, Félix Tshisekedi, arrive au pouvoir, il rétablit, il normalise toutes ces relations diplomatiques en faisant un peu de déplacement ça et là. Sachant que ces gens-là soutiennent effectivement le Rwanda. Pourquoi avoir, sachant que ces gens-là sont justement de mèche avec Kagame, les États français, pourquoi le chef de l'État lui-même a-t-il voulu rétablir ces relations diplomatiques que son prédécesseur avait déjà clos? Il est des principes qu'il faut approcher ses ennemis, être proche de ses ennemis, moins de ses amis. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre en face de nous qui avons. Lorsque le président Tshisekedi est arrivé, il a rencontré, il est allé dans les 9 pays qui nous entourent. Il a échangé avec ces pays-là. En tout cas, il a fait le tour, le seul d'ailleurs à avoir fait le tour de pays qui partagent ou qui ont des frontières en commun avec la République démocratique du Congo. Et c'est quoi le résultat aujourd'hui d'avoir fait tout ça? Non, je veux en venir, c'est une suite logique, vous arriverez à comprendre. Et donc, il a voulu se rassurer des bonnes relations avec tous ces pays-là. Et particulièrement avec le Rwanda, avec le Burundi, avec l'Ouganda, parce que l'instabilité à l'est de la République, on a identifié au départ, depuis l'AFTEL, on parlait du Rwanda, du Burundi, d'ailleurs, on a même cité de l'Ouganda, on a même cité à un moment donné le Soudan. Et donc, il y fallut pour lui prendre langue avec ces pays-là. Avoir en face, pour ne pas aller dans la logique d'accuser faussement ceux, parce que dire que le Rwanda nous agressait dans le temps, sans en apporter le preuve, c'était un discours qui ne pouvait pas passer dans la communauté internationale. Quel a été le résultat de tout ça? Je veux en venir. Non, je veux en venir parce que le résultat, aujourd'hui, nous le palpons. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des sanctions qui sont tombées, qui tombent sur le Rwanda, puisque ça n'est pas fini. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des sanctions individuelles. Les mêmes qui sanctionnent le Rwanda. Comment vous l'expliquez? Prenons par exemple, ils ont soutenu le Rwanda. Pourquoi l'Union européenne? Puisqu'on en parle, tout simplement à cause des minéraux. Mais aujourd'hui, lorsque l'ONU prend une résolution qui va même jusqu'à interdire d'acheter les minéraux qui viennent de la République démocratique du Congo et particulièrement du Rwanda, allez-y comprendre que ce sont des avancées. Aujourd'hui, par exemple, toute l'Union européenne, même les populations à qui on a caché cette vérité, tout le monde sait que l'Union européenne est récélaire ou était récélaire parce que nous attendons encore les sanctions qui doivent tomber de l'Union européenne. À un moment donné, c'est le Pays-Bas qui a posé son droit de veto. Nous avons
oui dire que les Pays-Bas a levé ses droits de veto, évidemment pour prendre des sanctions. Je salue ici la démarche par Total, parce que il y a eu, je crois que notre voix est entendue, il y a eu des pourparlers entre la SADC et Total, ou la France, disons-le comme ça, pour éventuellement trouver comment remplacer les militaires rwandais en Mozambique. Et nous pensons que la conséquence normale pour nous, ça serait la rupture des relations avec le Rwanda pour arrêter de continuer à les financer tels qu'ils le font. Et donc, je pense que ce que nous avons fait d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire appeler au boycott des intérêts français, appeler la population de se retrouver dans la rue pour marcher de manière pacifique, commence déjà à produire des fruits, et aussi la démarche qu'entreprise le président Tshisekedi, donc je le disais. Entretenir les bonnes relations avec nos voisins, c'est une obligation morale. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à cohabiter avec eux, le Rwanda, et le Burundi, et l'Angola, et le Congo-Brazzaville, et la République centrafricaine. J'étais sur les résultats. Aujourd'hui, on a quel résultat de ce rapprochement-là? Le résultat que nous avons aujourd'hui, et d'ailleurs, adhéré même à l'EAC, parce que beaucoup l'ont condamné. On condamné même. Les résultats que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que certains pays nous ont accompagnés. Il ne faut pas oublier, lorsque le président... Quel pays fait quoi exactement? Vous avez l'Angola qui est avec nous. Vous avez la Tanzanie qui nous soutient dans cette démarche. D'ailleurs, la Tanzanie a même envoyé des hommes qui sont morts plutôt, j'allais dire, à l'est de la République. Vous avez le Burundi qui est aussi avec nous. Qui vous avez aussi... le Burundi qui a fui à Bukavu. Non, le Burundi... Non, il ne faut pas dire qu'ils ont fui. Ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont... Vous savez... Non, attendez. Lorsque les militaires sont mis à la disposition de la République démocratique du Congo, ils obéissent non pas au commandement militaire de leur pays, ils obéissent au commandement militaire de la République démocratique du Congo. Bukavu, c'est une ville où il y a une forte densité de la population. Ils se sont battus à Bukavu alors. Est-ce que vous vous posez la question, pourquoi vous restez sur cette image négative? Et pourtant, aujourd'hui, nous avons des exploits qui sont accomplis par les Burundais avec les FARDC ainsi que les Wazalendo sur le terrain. Sur le terrain, depuis 2022 que Bunagana a été récupéré, est-ce que nous avons eu des victoires dans ce combat avec le Rwanda? Vous savez, nous avons dit 4 fronts. La mobilisation tout azimut. C'est-à-dire que tout Congolais, partout où il est, soucieux, consciencieux de l'essor de la République démocratique du Congo et du sort qui doit être réservé à la République démocratique du Congo et du respect de l'intégrité nationale doit être mobilisé et apporter du mieux qu'il peut son apport dans cette situation de guerre qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Deuxièmement, nous avons un front diplomatique. Le front diplomatique, donc le président de la République, aujourd'hui avec notre je n'aime pas dire Jeanne d'Arc, hein, je préfère beaucoup plus dire notre Kipangvita de ce temps moderne, c'est-à-dire la Wagner, comme on dit congolaise, Madame Kaikwamba. Et donc, ils sont sur front. C'est-à-dire qu'ils démontrent les différents éléments que nous avons, la responsabilité du Rwanda dans la déstabilisation à l'est de la République. Et d'ailleurs, les résultats sont là. Vous avez les dialogues le dialogue de Nairobi, vous avez le dialogue de Luanda qui sont bloqués. Pourquoi? Parce que le Kagame a décidé de ne pas prendre part soit en Angola, soit c'est les M23 qui ont à leur tour refusé de prendre part aux assises de Nairobi. Et donc, à ce niveau-là, ce front évolue aussi et de la meilleure manière. Et donc, nous avons aussi les fronts militaires. Le front militaire, d'ailleurs, nos FARDC continuent de démontrer à combien ils sont capables de pouvoir mettre ou débouter les actions du M23, AFC et RDF. Et donc, nous pensons que sur le terrain militaire, les actes sont posés, les territoires continuent d'être récupérés. Et donc, du point de vue aussi, j'ai dit militaire, diplomatique, front, population, militaire, diplomatique, et le quatrième front, je crois que ça m'a échappé, ça va revenir et puis nous allons... spirituel. Non, le front spirituel. La mobilisation, je pense que l'aspect spirituel doit être dans la mobilisation de la population. Chacun avec son Dieu pris
individuellement, peut continuer à plaider. C'est comme je vous ai dit, que lorsque l'attaque est arrivée, j'étais par terre, j'ai dit Dieu, agissez à genoux, j'ai dit mon Dieu, vous devez agir parce que nous n'avons pas choisi d'être congolais. C'est le choix que vous avez fait et il est de votre responsabilité que vous devez agir pour nous montrer réellement que vous existez. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, Dieu a entendu notre prière et il a agi conséquemment. Alors, Maître Mpinda, la situation sur le terrain, notamment dans le nord Kivu, le sud Kivu, beaucoup d'opposants, pour ne pas dire presque tous les opposants, ou la plupart, soutiennent la démarche ECC5O. Est-ce que l'UDPS également soutient cette démarche? Alors, je crois que la position de l'UDPS est claire là-dessus. D'ailleurs, vous avez suivi les officiels du parti vous dire de manière claire que le président n'a jamais mandaté. D'ailleurs, le porte-parole du chef de l'État est revenu là-dessus pour dire que nous n'avons jamais mandaté. Moi, je crois bien qu'il s'agit là d'un projet qui n'engage que leurs auteurs, parce qu'ils sont allés à la présidence de la République. D'ailleurs, le président de la République a été étonné de constater les discours qui avaient été tenus par, entre guillemets, les hommes de Dieu. Et donc, entre guillemets. Pourquoi? Je veux réfléchir avec vous. Avant d'en arriver, je veux faire une petite réflexion. Qu'est-ce que signifie la croix pour vous? Que signifie la croix? La croix? Oui. Ah, vous me posez des questions? Oui, je pose la question. On est en train de discuter, on est entre nous, on est en train de discuter, et entre les lignes, nous essayons un peu de voir les choses. La croix, en réalité, ne représente pas la gloire de Dieu. La croix représente la gloire du diable. Pourquoi vous dites ça? Lorsque vous lisez la parole de Dieu, il est clairement dit que si les diables l'auraient su, ils n'auraient pas crucifié les seigneurs de gloire. C'est l'ignorance du diable, la victoire du diable, qui a amené Jésus-Christ sur la croix. Parce que pour le diable, il y fallut que Christ soit crucifié pour mettre fin à la mission du Christ en tant que Messie. Le piège, c'est à ces niveaux-là. En principe, au lieu de fêter ou de célébrer la croix, nous devrions en principe, célébrer la résurrection de Christ. Parce que la croix, c'est la persécution de Christ. Aujourd'hui, le symbole de la croix, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. Aujourd'hui, la croix représente toute la souffrance qu'a portée, toute la persécution du Christ. Vous voyez ça? Maintenant, la force, la victoire, l'énergie, la puissance qui a été utilisée par Dieu, c'est celle qui a consisté à ressusciter Christ d'entre les morts. La Bible dit qu'aucune force n'a pu retenir Christ d'entre les morts. Nous devrions fêter ou nous devrions symboliser les combats du Christ, non pas par la croix, mais plutôt par la résurrection. Trouver quelque chose qui pourrait incarner la victoire de la puissance, de la gloire que Dieu a utilisée pour ressortir Christ ou sortir Christ d'entre les morts. Alors pourquoi? Alors, tous ceux qui pensent, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je vais refermer en disant, tous ceux qui brandissent la croix, à mon avis, à mon entendement, ne sont pas de Dieu. Ils célèbrent plutôt la victoire du diable. Qui brandissent la croix? Je referme la parenthèse, je reviens pour dire pourquoi entre guillemets. Monseigneur Monsieur Cholet, Monseigneur c'est en espagnol, en français ça veut dire Monsieur Cholet, a fait cette déclaration pour dire sur TV5, France 24, j'ai plus bonne mémoire, mais j'ai quand même la vidéo avec moi. Il dit que sanctionner le Rwanda consisterait à faire échouer notre projet. Non, il a plutôt dit que les sanctions ne produiront pas d'effet, ne produiront pas de fruits. Quel fruit qu'il a? Ne produiront pas, n'apportera pas la paix que nous voulons. Je vais vous revenir sur la vidéo. Je m'en tiens à ce que vous dites. Je vous reviendrai sur la vidéo. Si vous me l'aviez informé avant, j'aurais pu vous amener la vidéo. Même si l'on devait aller dans la logique que ça n'apporte pas la paix, la question que je vous pose est celle de savoir, qu'est-ce qui peut apporter la paix? Est-ce le dialogue?
nous avons connu des tas de dialogues. Nous avons été à Santiti où nous avons dit dialogue inter-congolais, avec un objectif de ramener la paix. Mais oui, eux proposent, vous faites quoi entre-temps? Nous refusons. Vous refusez? Qu'est-ce que nous faisons? Oui. Nous faisons en retour, nous ouvrons un fonds militaire, nous en appelons à la mobilisation de la population. Excusez-moi s'il vous plaît, j'ai envie de dire. Ça fait combien de temps? Non, excusez-moi. Mais les États-Unis se battent partout ailleurs dans le monde. La guerre, quand elle commence, le président Tshisekedi l'a dit plus d'une fois, mais quand elle finit, vous ne le savez pas. Oui, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le chef avait dit qu'il y aura une riposte. Mais la riposte, elle est là. Non, mais la riposte est là. Lorsque vous dites ça, lorsque vous dites ça, vous voulez donner l'impression que nous ne faisons rien sur le terrain. Et pourtant, nous nous battons. Les Ouazalais nous donnent de leur vie pendant que vous et moi, nous sommes ici, pendant que... Décrété, ont proposé un cessez-le-feu. Il y a la résolution. Non, ils ont... Non, attention, ils n'ont pas proposé. Et aujourd'hui, les États-Unis sont revenus là-dessus. Ils ont posé un retrait sans condition quelconque. Oui, mais c'est le feu également. Je suis d'accord sur le principe. Oui. J'ai dit, ils ont proposé les retraits des troupes rwandaises, de l'AFC et du M23, sans RDF condition, aussi. RDF, oui. Sans condition préalable. Oui. Ça veut dire quoi? Retirez-vous, on n'en parle plus. La conséquence, c'est que le refus pour eux de s'exécuter... Ça fait 2 semaines que cette résolution a été votée, je le rappelle, à l'unanimité. C'est-à-dire tous les 15 membres permanents et non permanents ont tous voté cette résolution. Tout à fait. Ne me dites pas que rien n'est fait sur le terrain. Le Rwanda est toujours là. Le Rwanda est toujours là. Mais vous savez, lorsque vous avez un pays tel que le Rwanda, ok, qui ne vit que à 50% de l'aide extérieure, oui. Ok, oui. Et du pillage des ressources de la République démocratique du Congo, et que d'une part, on a, pour ce qui est de l'aide extérieure, les sanctions tombent, les coopérations, l'aide qui est accordée au Rwanda. D'ailleurs, je salue ici le Canada, je salue les États-Unis. D'abord, c'était des sanctions individuelles, mais d'ailleurs, les sanctions autres vont suivre déjà la semaine qui commence ici. Et je salue aussi la Belgique, le NOCO, je salue aussi en passant l'Allemagne, je salue l'Australie, je salue ici, comment dire, voire même l'Italie, qui ont pris des sanctions, qui ont démontré à suffisance qu'ils ne pouvaient pas encourager cet empiètement du territoire national. Ça mérite des félicitations. Je félicite tous ces pays-là. Je félicite tous ces pays-là qui, excusez-moi, au lieu de se contenter d'attendre des sanctions collectives de l'Union européenne, ils ont préféré aller de manière individuelle et sanctionner l'agresseur, et en l'occurrence le Rwanda. Sur le terrain, qu'est-ce que ça représente? Ça représente qu'il y aura une crise économique au Rwanda. Il y a déjà une crise économique, je vous en informe si vous ne le savez pas. Il y a une crise économique au Rwanda, et les conséquences, c'est que la population va finir par se soulever. Et d'ailleurs, vous apprenez que 2 généraux au sein de l'armée rwandaise ont été arrêtés récemment ici pour avoir tenté de se désolidariser de Kagame. Et donc, l'opinion retiendra que de manière claire, d'une manière, je l'ai dit tout à l'heure, que la première, comment dire, le premier aspect économique, ce qui représente l'économie du Rwanda, c'était l'aide extérieure. Et d'une autre part, vous avez aussi, comment dire, les sanctions qui sont portées sur l'exploitation des matières premières ou l'interdiction d'acheter les matières premières. Et donc, nous pensons que en les asphyxiant telles quelles, nous arrivons au résultat escompté. Au sein de l'Union, je voudrais ici attirer l'attention sur un élément important. Le M23, l'AFC n'arriveront jamais sur Kinshasa. Ah bon? Tout à fait. Nous le souhaitons. Non, c'est ce qui va se passer. Parce que faire la guerre, ça demande de l'argent. Non, laissez-moi évoluer. Vous le disiez il n'y a pas longtemps qu'ils n'arriveront jamais à Goma. Non, laissez-moi évoluer, laissez-moi développer ma théorie. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas eu de guerre à Goma? À Goma, il y a plus de 7000 morts. Non, ça, ce sont des massacres qui ont été commis par l'AFC, RDF et le M23. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas eu de guerre à Goma? Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas eu de guerre non plus à Bukavu? Dans le souci de préserver les vies des populations, les FARDC ont
reçu des instructions de pouvoir se retirer. Vous ne pourrez pas me contredire là-dessus. Pourquoi l'AFC, le RDF, oui, n'arriveront pas à Kinshasa? Parce que mener une guerre, ça demande le financement. Ils n'en ont pas. Pourquoi? Parce que lorsque aujourd'hui les récélèrent, le Rwanda... Ils ont la mine de Rubaya qui a le coltan. C'est pas facile, vous savez. Aujourd'hui, l'Union européenne continue d'acheter des matières premières du Rwanda. Non, il faut se le dire que au sein de l'Union européenne, il y a des actions qui sont menées. Aujourd'hui, le Rwanda, les matières premières qui sont utilisées par l'Union européenne, qui sont achetées, tout ça, oui, ont reçu l'interdiction de l'ONU. La résolution prise par l'ONU a été claire sur cette question-là. Mais l'Union européenne, aujourd'hui, maintient toujours cet accord de février 2024. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Terres rares. Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut, pourquoi pas, des actions contre les intérêts européens? Entre autres, je ne dis pas qu'il faut aller violenter, on peut organiser des sittings, on peut organiser des marches, on peut aussi organiser des boycotts. Mais là, n'en est pas question, parce que je voudrais qu'on se mette d'accord sur une chose. D'ailleurs, nous accordons, nous laissons, oui, je vais en venir sur la Cinco. J'ai dit, nous accordons encore le bénéfice du doute à l'Union européenne, parce que nous pensons que, je crois que c'est la semaine prochaine, qu'il y aura aussi une série de sanctions qui seront prises dans ce sens-là. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, que comme les pays, le Pays-Bas, qui avait posé son droit de veto pour que l'on ne puisse pas sanctionner, a levé son droit de veto, et nous pensons que les sanctions seront prises. Et bien sinon, nous pensons que la diplomatie agira conséquemment sur cette question-là. Et surtout que la géopolitique mondiale donne une autre orientation. C'est-à-dire que l'Union européenne a intérêt de s'allier aux pays qui ont les matières premières dans leur sol, collier, d'aller trouver un voleur, un brigand, un assassin comme Paul Kagame et être qualifié finalement de récélaire. Le chef de l'État a reçu les parlementaires de l'Union sacrée de la Nation et même certains chefs des partis et groupements politiques à la Cité de l'Union africaine, où il a déclaré son mécontentement. L'Union sacrée ne l'accompagne pas du tout pendant cette période. Monsieur Vital Kamerhe, pour sa part, disait que le chef de l'État veut négocier, mais il ne veut pas vendre le pays. Cette déclaration lui a coûté beaucoup. Certains, même cadres militants de l'UDPS, déclaraient sous la voie publique que M. Kamerhe était à lapider, était à tuer. Non, je crois qu'il faut faire la part des choses. C'est un discours qui n'était pas à point nommé. Le pasteur Paul Mukendi, qui soutient le chef de l'État, dit que M. Vital Kamerhe ne mérite pas d'être président de l'Assemblée nationale dans un pays comme le nôtre. Je crois que déjà, je pars du principe que M. Vital Kamerhe n'était pas le porte-parole du gouvernement, le porte-parole du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi n'a jamais manifesté une quelconque intention de pouvoir négocier avec le M23. Ça, il faut se le dire. Et je pense que ces genres de discours ont été interdits par le président du CESAC. Ces genres de discours ont été prohibés. Et donc, je pense que les discours... Quel discours a été prohibé? Mais le discours dont vous tenez, c'est-à-dire qui va dans le sens d'encourager d'ailleurs le comportement du M23. Et donc, lorsque M. Vital Kamerhe a encouragé le comportement du M23. Mais lorsque vous dites qu'il dit le président veut négocier, c'est pour mettre quoi dans la tête des populations? C'était pour mettre quoi? Négocier. Vous allez comprendre une chose, que je ne veux pas trop m'appesantir là-dessus. Pourquoi? Parce que je pense que ce qui est plus important pour nous, présentement, c'est de mobiliser toutes les forces autour des FARDC, autour du président de la République, autour du gouvernement de l'Union nationale, pas de l'Union sacrée, de cohésion nationale, le gouvernement que nous allons avoir, de manière à faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Parce qu'il est attendu de nous plus que
les dérapages individuels pour des intérêts individuels. Je pense qu'à un moment donné, le président de la République l'a dit, que l'Union sacrée ne l'a pas accompagné. Certes vrai, mais il y a des dispositions que nous allons prendre pour éventuellement faire ce qu'il faut. Et d'ailleurs, vous avez appris que le présidium a été élargi de beaucoup de personnes. Donc ce n'est plus 6 seules personnes qui pouvaient décider de l'essor de l'Union sacrée. Et donc il y a beaucoup de changements qui vont intervenir. Nullement besoin de pouvoir nous attarder sur des questions que nous connaissons, mais plutôt nous orienter vers l'avenir parce que nous pensons que les changements qui arrivent vont démontrer à suffisance que on doit arrêter d'avoir de la traîtrise ça et là. Dire qu'on ne peut pas négocier avec le M23 est une absurdité, selon Jean-Marc Kabound, qui estime que négocier est un impératif catégorique pour la paix dans l'Est. Donc, impératif catégorique. Donc, je crois bien que la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi, n'a pas fermé la porte aux négociations. Le président Tshisekedi est clair là-dessus. J'ai dit, il n'a jamais fermé la porte. Avec, d'ailleurs, ce que disent Kabound, ce que dit Jean-Marc Kabound, ce que dit XYZ, mais ce n'est ce que nous constatons. Le président Tshisekedi a refusé d'avoir des négociations directes avec le M23. Négocier avec le M23, ça veut dire que le M23 retrouve Nairobi. Là où les choses se sont arrêtées, qu'ils rejoignent les autres pour éventuellement évoluer. C'est ça notre entendement de négocier avec le M23. Mais nous n'allons pas négocier directement. Si je comprends bien, le gouvernement est prêt à discuter avec le M23. Le gouvernement a un cadre de discussion avec les M23. Ça veut dire quoi? Aller retourner à Nairobi. Vous pensez que le M23 sont des privilégiés? Ils doivent avoir un autre statut ou un statut particulier différent de Zaïre ou de la Cadeco parce que eux tous ont pris les armes. Pourquoi on doit les traiter particulièrement que le M23, comme Zaïre, comme Cadeco, comme tous les autres groupes armés qui pilillent à l'est de la République, n'ont qu'à prendre la direction qui est clairement établie, c'est-à-dire Nairobi. L'initiative de la Cinco alors. Non, mais l'initiative de la Cinco n'a pas sa raison d'être. Parce que nous refusons et nous continuerons à refuser d'avoir des discussions directes avec le M23. Pourquoi? Qu'est-ce que vous appelez discussion directe? Les discussions directes, c'est-à-dire avoir, non pas par personne interposée, comme nous le sommes ici, de l'autre bord vous avez le M23, et ici vous avez la République démocratique du Congo, qui, le M23 viendra vous dire, écoutez, nous voulons être brassés, nous voulons recevoir des fonctions au sein de FARDC, nous voulons avoir des fonctions politiques, nous voulons avoir le contrôle de la partie Est, comme ça a été le cas avec le CNDP, comme avec le M23, comme ça a été le cas avec le RCD, et ainsi de suite. C'est ce que nous ne voulons pas. Mais pourquoi nous ne le voulons pas? Parce que nous pensons qu'il faut arrêter de tuer les Congolais pour accéder à des fonctions. Mais je vous ai dit, excusez-moi, je vous ai dit, je le redis. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on acceptait que le M23, puisqu'ils ont tué, d'être récompensés, ok? Ça veut dire que demain, je pourrais aussi prendre les armes pour aller tuer, être récompensé, pour accéder à des fonctions. Vous savez combien sont ceux, s'il vous plaît, excusez-moi, combien sont ceux qui, pour n'avoir pas accédé à une fonction donnée, pour avoir perdu le privilège du pouvoir, sont allés prendre les armes? Certains vous disent, prenons le cas de l'autre ici, c'est comment encore son nom, le vieux ici, c'est comment, celui qui est en Belgique, Franck Diongo. Franck Diongo était entretenu par le président Tshisekedi, même sans fonction, mais oui. Il était, voilà, ça je vous le conseille, je ne vais pas... Oui, mais j'ai dit, il était entretenu par le président Tshisekedi sans une quelconque fonction. Ah bon? Il envoie de l'argent? Il le recevait 26 000 $ par mois. 26 000? 26 000 $ par mois. Quelle période, de quelle période? Mais pendant qu'il était ici sur Kinshasa. Ah bon? Mais je vous dis. Et il allait même discuter pour qu'on lui en donne plus. Et le Kozo Bomaba, politicien, a bisso, c'est dépensé qu'à eux. Mais à quel titre il donné cet argent-là? Non, non, je ne veux pas aller dans ces débats-là. Et le Kozo Bomaba, politicien, a bisso, ezali le Koso.
Tshisekedi accède au pouvoir. Nous sommes en train de faire de la communication. Nous l'accompagnons. Je n'ai jamais reçu un franc de Tshisekedi. Je ne suis jamais allé me plaindre auprès du président Tshisekedi. Ok? Est-ce une raison pour moi de dire bah gouvernement ezobime ezoleka, bah mandataire bazonomé bango ezobimate, d'aller prendre les armes pour tuer d'autres Congolais? C'est ce que font les autres. Quelle est la raison qu'avance aujourd'hui Franck Diongo pour aller rejoindre le M23? Quelle est la raison qu'avance aujourd'hui l'autre, celui qui était président de l'Assemblée nationale, c'est comment encore son nom, de l'Assemblée Vwemba? Quelle est la raison qu'il avancerait aujourd'hui pour aller rejoindre le M23? Quelles sont les garanties que ces derniers donnent au M23 et l'AFC et au Rwanda pour dire que non, la population devrait les accepter? Vous voyez ça? Et donc, allez-y comprendre, je l'ai dit, vous l'avez relevé ici, les malheurs du Congo, c'est l'AFDEL. Les malheurs du Congo, c'est l'AFDEL. Nous avons été manipulés, nous avons laissé l'AFDEL entrer parce que nous avons pensé qu'on venait nous libérer. Et pourtant, ce n'était pas le cas parce que nous avions déjà un cadre qui était mis en place. Rappelez-vous de la CNS. C'est la seule rencontre où la seule réunion de Congolais qui a pu pondre un cadre juridique qui pouvait permettre à ce que nous puissions construire un État solide. Mais lorsque l'AFDEL arriva, l'AFDEL fut un tabula rasa, c'est-à-dire que nous sommes répartis à de Beauvau pour une nouvelle nation. Et cette nation, c'est le périple, c'est la conséquence des tueries. Et aujourd'hui, nous comptons près de 20 millions de Congolais. Excusez-moi, prenons que Nanga est arrivé aujourd'hui. Nanga va tuer les Congolais, il arrive à Kinshasa, il va vous dire quoi? Ben écoutez, je vais respecter la constitution de la République. Setkikouni. Excusez-moi, s'il vous plaît. Kabound. Non, excusez-moi, je vais tous disent qu'il faut qu'on aille avec l'M23 autour du table. Non, mais ils le disent, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais vous ne me dites pas que... Vous ne me dites pas... Vous ne me dites pas que... Mozito le dit aussi, c'est un opposant. Rappelez-vous, Kabound, Martin Fayoulou, Setkikouni, qui d'autre? Franck Diongo. Et les... Exactement, exactement. Mais ils n'ont pas obtenu 73%. La population congolaise de la RDC a décidé de donner 73%, j'allais dire, à Félix Tshisekedi. Mais avec qui finalement? Non, attendez un peu, s'il vous plaît. Non, attendez un peu. Nous étions aux élections. On ne leur a pas donné ces voix-là. La population a fait confiance et continue de faire confiance à celui à qui l'on a confié ces voix-là. Je parle de 73%. Ce qui voudrait dire qu'ils ne font pas, ils ne constituent pas la majorité. Il n'y a pas eu de compromis. Ils ne constituent... Non, ça a été dit au premier mandat, quand on a dit au premier mandat du président Tshisekedi. Et donc, j'insiste pour dire qu'ils n'ont pas reçu l'enchantement de la population, la légitimité de la population. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai dit un autre élément important? Pourquoi le M23 n'atteindra pas Kinshasa? Parce que la population ne le reçoit pas. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des résistances à Goma et il continue à en avoir encore avec la population? Est-ce que vous savez qu'il y a eu des résistances à Bukavu et que la population n'accepte pas? Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui démontrent à suffisance que la personne à qui nous avons confié nos voix, à qui nous demanderons des comptes, à qui nous nous retrouvons dans la rue, pour qui nous nous retrouvons dans la rue pour dire, eh bien, M. Tshisekedi a des comptes à nous rendre. Je n'ai pas, excusez-moi, Jean-Marc Kabound, oui. Je ne lui demanderai pas de comptes, parce que je n'ai pas élu comme président de la République. Je ne demanderai pas non plus de comptes à Martin Fayoulou. Je demanderai des comptes à Félix-Antoine Tshisekedi, parce que c'est à lui que la population a daigné confier 73%. Ce qui voudrait dire qu'ils peuvent se retrouver 100, 200, 300, 400, mais ils ne représentent pas 79, 73%. Ils ne représentent que 27%. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et donc, l'opinion retiendra que le gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement qui va faire appel à tous les Congolais de tous les bords,
qui voudraient voir les choses avancer d'une certaine manière. Ça sera quoi? Quant à ce... Ça va résoudre quoi, ce gouvernement d'unité nationale? Mais le gouvernement résout quoi? Mais les quotidiens de population. Les gouvernements du monde, comme le gouvernement de la République démocratique du Congo. La question est de savoir pourquoi avoir un gouvernement d'union. Mais pour démontrer à l'espace du monde que nous sommes tous solidaires, nous sommes tous ensemble pour l'intangibilité du territoire national, pour la sécurité de nos populations. Donc ce gouvernement a échoué. Je ne dirais pas que non. Si vous dites que ce gouvernement a échoué, je vous poserai la question de savoir, mais c'est grâce à ce gouvernement que les sanctions sont tombées ou que les sanctions tombent. J'ai dit que c'est grâce à ce gouvernement que nous avons une armée qui résiste, qui récupère certains territoires, mais qui en perd aussi en guerre. On veut le changer pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'on veut laisser, mais il faut évaluer un gouvernement. Et donc il n'a pas, les résultats n'est pas bon. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des faiblesses. Attendez, s'il vous plaît. C'est là que je comprends. Il y a des secteurs qui n'ont pas marché. Comme il faille nécessairement. Je ne veux pas aller dans ces détails-là. Comme il faille nécessairement que l'on puisse. Est-ce que le gouvernement, la défense a marché comme secteur? Je vous ai dit que je n'allais pas dans ces détails-là. Les FARDC font un travail extraordinaire pendant que vous et moi sommes ici en train de parloter. Vous voyez ça? Et donc, je ne voudrais pas jeter de l'opprobre sur les hommes et femmes, les hommes et femmes qui sécurisent ma vie. Parce que je me mettrai moi-même en danger. Et donc, je pense que c'est louable ce que les FARDC, qui ont d'ailleurs mon soutien, voilà pourquoi je continue de les dire ainsi. Et donc, je disais que le gouvernement actuel a fait ce qu'il pouvait faire. En évaluant, le président de la République constatera certainement qu'il y a des ministres qui doivent être remplacés, par exemple. Quand la riposte du gouvernement? Là, quoi? La riposte. Mais la riposte, elle est là. Elle est où? Le président de la République a dit qu'il y aurait riposte militaire. Nous sommes sur le terrain. Dites-moi que les FARDC ne se battent pas. Si les FARDC ne se battent pas, pourquoi l'ONU aurait décrété un cessez-le-feu? Mais quand on dit cessez-le-feu, ça veut dire qu'il n'y a plus de combat. On vous demande tous de baisser les armes. Les cessez-le-feu, attendez un peu. Si on vous demande de cesser les armes, parce que vous le portez pour tirer, on ne peut pas demander un cessez-le-feu lorsque les gens ne se battent pas. Et sur terrain, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de combat militaire. Nous sommes en guerre. Et la guerre, c'est la perte des territoires et la récupération de ces territoires-là. Et nous avons un autre front dont la riposte, elle est rigoureuse aussi, c'est le front diplomatique. La riposte est là, de la République démocratique du Congo. Nous avons tous été manipulés par le mensonge de Kagame et ses alliés, et les infiltrés en République démocratique du Congo. Nous avons longtemps été isolés. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en train d'agir de manière à démontrer, nous l'avons d'ailleurs démontré, nous continuons encore à les démontrer. Augustin Kabouya, l'UDPS n'a pas aidé du tout le chef de l'État. C'est son point de vue, ça n'engage que lui. Je ne voudrais pas entrer dans ce débat-là. Ça, c'est votre point de vue, ça n'engage que vous. Non. C'est votre point de vue, ça n'engage que vous. Je ne voudrais pas aller dans des débats inutiles. Non, c'est pas inutile. Je ne voudrais pas, je voudrais... Alors, si, allons dans cette logique. Allons dans sa logique. Oui. OK? Oui. C'est qu'il aurait fait un mauvais casting, parce que tous ceux qui devaient sortir de l'UDPS devaient avoir préalablement sa signature. C'est-à-dire que c'est à lui qui est à plaindre. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, j'étais incapable de mettre à la disposition de la République, à la disposition du gouvernement, des hommes et des femmes de valeur, et vous voulez venir m'opposer ces propos. Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils sont des débats inutiles. Vous voulez me dire qu'au sein du gouvernement, nous n'avons pas des hommes et des femmes capables. Vous voulez me dire que le ministre de l'Intérieur, il n'est pas capable de ce qu'il fait. Donc, vous voulez me dire que le président de l'Assemblée nationale, Maître Chabani par exemple, ou le Maître Chilumbaï ne font pas bien leur travail. Personne ne vous accepterait, personne ne le croirait. Vous n'allez pas me dire non plus que l'IAU ne fait pas bien son travail, parce qu'il est de l'UDPS aussi, il faut se le dire. Vous n'allez pas me dire que... Vous n'êtes pas d'accord avec votre président intérimaire. Je ne voudrais pas aller dans ces polémiques inutiles. Présentement, ce qui me préoccupe, c'est le bien-être du Congo. Et le bien-être du Congo, c'est éviter tout ce qui ne nous sert à rien. Ce qui est plus important, c'est de rester mobilisé. C'est comme je l'ai dit, j'ai évité de m'étendre plus sur la question du discours de Vital Kamerhe. Je refuse aussi de m'étendre sur la question du discours d'Augustin Kabouya. Je voudrais tout simplement rester focus sur la situation actuelle. Donc, c'est-à-dire que je dois avoir une intelligence fixée vers les résultats que nous devons obtenir. À défaut de ne pas les avoir, quel est le comportement que nous devrions avoir? Je pense que tout Congolais consciencieux, soucieux
du bien-être de la République, parce que nous sommes en guerre, nous sommes agressés. Nous devrions, en principe, faire comme ce que fait Jean-Pierre Bemba. Bemba qui crie le nom de Kabila un peu partout. Écoutez, Jean-Pierre Bemba mobilise. Jean-Pierre Bemba a été le numéro 1 de la défense. Vous savez ce que ça représente? C'est-à-dire que le DEMIAP, les services de renseignement... Certains le comparent à Nanga aussi. Excusez-moi. Bemba, Nanga. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, de comparer à qui ils veulent. Ils peuvent même le comparer à tout ce qu'ils veulent, c'est leur point de vue. Mais moi, je constate une chose. Je le compare à quelqu'un qui mobilise. Et quelqu'un qui a eu le ministère de la Défense. Et qui dit ministère de la Défense, ça veut dire qu'il avait le service de renseignement militaire. Et donc, si une personne telle que Jean-Pierre Bemba se permet de dire que tel est à la base de l'instabilité, c'est-à-dire que Joseph Kabila est derrière les Mobondo, Joseph Kabila est derrière les AFC, Joseph Kabila est avec le M23 et Joseph Kabila est avec Kagame, et donc je le prendrai au sérieux. Moi, je le prends au sérieux. Ceux qui ne veulent pas le prendre au sérieux, tant pis pour eux. Et d'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi que Aubin Minako et Chadari sont attendus au parquet militaire, c'est-à-dire l'auditorat militaire, pour être entendus. Et donc, je pense qu'il y a un dossier qui est ouvert. Et s'il y a un dossier qui est ouvert, ou carrément ils sont invités à titre d'information, et donc nous allons voir ce qui va s'en suivre. Et donc, je pense que nous devons... Aujourd'hui, Kabila, il est derrière l'AFC M23. Le chef de l'État l'a dit à maintes reprises. Kabila a des réunions avec ses membres du PPRD aujourd'hui. Ça serait l'une des raisons. Kabila a été cité comme étant celui qui soutenait déjà Nanga à l'époque. Aujourd'hui, le chef l'a répété. Est-ce que y a-t-il un lien entre le soutien de Kabila au M23 et les interpellations de Chadari et de Minako aujourd'hui? Vous pensez qu'il y a un lien? Je crois bien qu'il y a un lien. Il représente un parti politique. Quel est le discours que tiennent ces partis politiques lorsqu'ils sont dans les médias? Est-ce que ces discours vont dans le sens de la République ou dans le sens du M23? Et il ne faut pas oublier une chose, que les services de renseignement de la République démocratique du Congo ont la capacité d'avoir votre téléphone sur écoute. Ont la capacité d'avoir des échanges téléphoniques entre X, Y, même des hommes en soutane. Et donc, l'opinion retiendra que si on en est arrivé au point où il faut que ces gens-là soient interpellés, et je pense qu'il y a déjà un travail, sérieux qui avait été déjà fait, et que les conséquences suivront et que nous sommes là. Et il ne faut pas oublier une chose. Lorsque vous dites par exemple, qu'aujourd'hui, on cite Kabila, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il était au pouvoir, nous les citions déjà, partant des informations que nous avions avec nous. Il a quitté le pouvoir, nous avons continué à indexer, aujourd'hui parce que nous avons la gestion de la chose publique, nous avons que nous sommes à même de pouvoir démontrer l'implication de Joseph Kabila. Et d'ailleurs, beaucoup de sources le disent aussi. Alors, depuis que le chef de l'État est au pouvoir, dans la gestion de la crise sécuritaire, depuis la résurgence du M23, est-ce qu'il y a eu des failles dans sa gouvernance? Vous savez, présentement, je vous ai dit, nullement, je ne vois pas d'intérêt à relever telle ou telle faille, parce que le devoir en tant que patriote que j'ai... Vous corrigez justement. Non, le cadre n'est pas approprié. Comment ça? S'il y a faille ou faiblesse, je pense qu'il faut... Je peux accéder au président de la République, je peux accéder Non. Le moment est mal indiqué. Non, le moment est très mal indiqué. Pourquoi? Parce que nous sommes agressés. Je ne veux pas, moi, donner, comme on dit chez nous, Nachab adversaire Nabiso, ba ennemi Nabiso maloba na munoko, mpinda loba ki kutuboy. Non, je ne veux pas aller dans cette logique-là. Je voudrais tout simplement continuer. Je ne le dirai pas non plus. Je ne le dirai pas non plus. Je ne veux pas aller dans votre logique. N'insistez pas, s'il vous plaît. N'insistez pas. Je ne voudrais pas aller dans cette logique-là. Parce que présentement, tout Congolais qui aime le Congo, tout Congolais patriote devait mobiliser. Vous voyez ça? Vous pensez que Jean-Pierre Bemba, où il est, en train de faire la tournée telle qu'il est fait là, la ronde, l'Iaou, mon ami Guy Loineau,
qui, au lieu de rester aussi comme les autres l'ont fait, ils sont retrouvés dans la brousse, dans les provinces, pour appeler à la mobilisation. Tous les ministres sont mobilisés, c'est ça? Non, je parle de ceux qui ont commencé à les faire bien avant. Je ne dis pas ceux qui ont attendu que le président de la République dise qu'il était dessus, qu'ils se retrouvent en train d'aller mobiliser. J'ai cité des personnes que j'ai vues, que j'ai appelées pour encourager. J'ai vu Didier Moudibou le faire, j'ai vu mon ami, je reviens encore là-dessus, Guy Luando, j'ai vu Marcel Liaou, j'ai vu, c'est Marcel Liaou, hein? Non, hein? Jean-Pierre Liaou. Bon, voilà, c'est le père de père en fils, donc ça peut aller. Ouais. Donc, j'ai vu Jean-Pierre Bemba le faire. Ce sont des choses à encourager. Et vous m'aviez vu aussi dans la rue, mobilisé, pour que nous puissions manifester. Et donc, je dirais tout simplement que ce sont des gens encouragés. Et je pense que si ces mêmes personnes-là pouvaient revenir dans le gouvernement d'union nationale, ça permettra à ce que les choses s'entendent d'une certaine manière. Je souhaite en tout cas, je souhaite revoir les mêmes personnes parce qu'ils ont démontré, ils n'ont pas attendu que le président Tshisekedi dise qu'il est dessus pour que l'on voie tel qu'on a vu Jean-Lucien Boussa courir ça et là. On a vu d'autres ici, qui d'autres? On a vu certaines autres personnes courir ça et là. Pour... Non, 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 attention. Souminois était au front. Elle a accompagné la représentation diplomatique. Attention, il faut faire très attention. Et aussi une chose, Souminois est parmi les personnes qui ont fait des déclarations, pour exiger à ce qu'une commission des droits de l'homme, une enquête puisse être diligentée en République démocratique du Congo. Il faut pas se voiler la face. J'encourage, non, il faut se le dire. Vous savez, on ne peut pas dire, on ne peut pas jeter de fleurs à notre guerrière, à la Wagner. J'aime bien dire Wagner. On ne peut pas lui jeter des fleurs. Wagner de père et de mère, en tout cas. De père et de mère. On ne peut pas lui jeter des fleurs tout en ignorant qu'elle fait partie d'un gouvernement. Parce que c'est la philosophie d'un gouvernement qui est donnée là et qu'elle extériorise. On ne peut pas non plus jeter des fleurs en oubliant qu'elle fait partie d'un exécutif. C'est-à-dire que les fleurs à jeter à Wagner doivent être réparties entre la première ministre, le premier ministre, j'aime bien dire c'est comme ça, parce qu'il s'agit de la fonction du premier ministre, qui est constitutionnellement repris tel quel, et aussi au président de la République. Et donc, sur ce point-là, j'aimerais voir le gouvernement Souminois 2. Souminois 2. Souminois 2, pourquoi pas, et aussi voir, d'ailleurs Wagner ne sera pas bougé, c'est une évidence. Merci beaucoup, Maître Richard Mpinda. Le débat sous la Constitution, on ne l'a pas abordé. Excusez-moi de vous interrompre, s'il vous plaît. Une question qui m'était venue. Nanga arrive sur Kinshasa. Le temps, hein? Non, non, non. Nanga, je vais être vraiment court, le plus court possible. Nanga arrive sur Kinshasa. OK? Il va garder cette constitution ou il va faire un tabou rasa? Ah, ça c'est à vous de dire. Non, mais pas, c'est ça la question en fait. Ceux qui disent que Nanga arrive sur Kinshasa et que Nanga renverse le pouvoir, Nanga va changer de constitution. Il dit qu'il s'appuie sur la constitution. Non, donc vous voulez me dire, s'il s'appuie sur la constitution, qui voudrait dire que dès qu'il arrive, il fait partir Tshisekedi et il garde le président du Sénat, Sama. Je sais pas. Non, mais en fait, c'est ça le problème. Voilà ce que vous ne voulez pas dire. Le débat du changement de la constitution n'est peut-être pas d'actualité, mais on va revenir là-dessus. Ceux qui ont voulu que Nanga vienne. Pardon? Nous disons une chose aussi. Maintenant, c'est la mobilisation sur les respects de l'intégrité nationale. En principe, merci bien. En principe, le discours que nous devrions tenir, c'est la mobilisation, les discours de la mobilisation. Les discours que nous devrions tenir, c'est le discours du soutien des FARDC. Vous savez, les FARDC ont besoin, les FARDC et les Ouazalendo ont besoin de nos énergies positives et non pas négatives. Voilà. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été de nôtres. On retient dans cette émission que M. Franck Mbongo recevait 26 000 $. Et pas continuez non. Par le chef de l'État. Non, non, par les services du chef de l'État. Pas les chefs d'État, là, c'est le chef d'État, on fait mon mais du moins, ce qui est sûr, qu'il recevait 26 000 $ chaque fin du mois.
Oui, papa, j'ai là monsieur le Romoko. Les émissions comme nous avons profité quand on Baksara de Tobaksabo. Est-ce qu'aujourd'hui, Batubalo Baka Mingi, aujourd'hui les gens citent, comme on est Sunani Rossi. Est-ce que vous savez que le président Tshisekedi a adopté les fils de Rossi? Ah bon? Merci beaucoup. Je parle avec son frère, au revoir. Yannick. Au revoir. Je vais lui poser la question. Au revoir, posez-lui la question. Au revoir, posez-lui la question. Au revoir, à très bientôt.